L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres. Les soldats maliens et français ont sécurisé la ville de Gao. Ils ont pris sans résistance le contrôle de l'aéroport de cette ville aux mains des islamistes depuis 10 mois. À Port Saïd, des heurts ont éclaté à l'annonce du verdict très attendu dans l'affaire de la bousculade qui a coûté la vie à 74 supporters après un match de football il y a un an. 21 personnes ont été condamnées à la peine capitale et les heurts ont fait une vingtaine de morts aujourd'hui. La deuxième journée de la poule D, la poule de la mort, a été disputée aujourd'hui. Le résumé en fin de journal. Victoire majeure donc de la coalition franco-malienne. Gao a été reprise aux islamistes au 16e jour de l'opération Serval. Les troupes maliennes appuyées par l'armée française ont pris le contrôle de la ville sans résistance. Affaiblis par les frappes de l'aviation française, les islamistes ont déserté la ville qu'ils occupaient depuis plusieurs mois. L'information a été confirmée par Paris et pendant ce temps, l'intervention africaine s'organise. Des troupes tchadiennes ont quitté le Niger pour rejoindre Gao. Objectif principal de cette intervention militaire alliée, prendre les djihadistes en étau et les obliger à quitter la zone. Et le MUJAO se dit prêt à négocier la libération d'un otage, Gilberto Rodriguez Leal. Le Français avait été enlevé dans l'ouest du Mali en novembre dernier. Réponse de la France par la voix du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il est hors de question de rentrer dans des logiques de chantage. Et cette information, une nouvelle feuille de route pour la transition malienne a été rendue publique hier. Le document comporte les 2 points essentiels, à savoir la reconquête des régions du Nord et l'organisation d'élections libres et transparentes. Mardi, le Premier ministre Django Sissoko le présentera devant l'Assemblée nationale. Son coût global s'élève à 112 milliards de francs CFA. L'ambassade du Burkina Faso à Bamako a servi de cadre ce samedi à une cérémonie écuménique et de don de sang. La communauté burkinabé résidant au Mali a tenu à exprimer à travers ses gestes sa solidarité avec le peuple frère du Mali, Kolsien Garsou et Cheikh Tidiane Koulibaly pour le compte-rendu. C'est dans la prière et la communion que la communauté burkinabé résidant au Mali a tenu à exprimer sa solidarité et sa fraternité avec le peuple malien. Musulmans comme chrétiens, tous ont imploré la grâce divine pour que le Mali demeure toujours un beau pays plus solidaire et plus fraternel et pour le repos de tous ceux qui sont morts en ces temps de guerre. Ensuite s'en est suivi un don de sang, des gestes simples mais qui expriment un élan de solidarité agissante. Nous sommes ici et nous devons prendre part à cet effort fourni par le peuple malien. Donc nous plaçons cela sous le signe de la fraternité agissante et de la solidarité. S'exprimant au nom des Burkinabés résidant au Mali, Blaise Kaboré a également souligné que sa communauté partage la douleur du peuple malien. Nous pensons que les problèmes que vivent actuellement les Maliens sont nos problèmes aussi. Par conséquent, cet acte n'est rien par rapport au cœur que nous éprouvons vis-à-vis du peuple malien. Rappelons qu'une enveloppe symbolique de 1 million de francs CFA a été remise aux autorités maliennes, représentées par Amadou Tierno Ndiaye, directeur adjoint région Afrique au ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En Égypte, des heurts ont fait suite à la proclamation d'un verdict. Il s'agit de celui condamnant à mort 21 accusés dans l'affaire de la bousculade qui avait fait 74 morts dans le stade de Port Saïd l'année dernière. Aujourd'hui, 26 personnes sont mortes dans les violences et 200 autres ont été blessées.
À l'intérieur du tribunal du Caire, les familles de victimes laissent exploser leur joie à l'annonce du verdict. 21 condamnations à mort pour meurtre avec préméditation. À l'extérieur de la prison de Port Saïd, cette fois, c'est le bruit des armes qui résonne. La colère des familles de condamnés dégénère en affrontement. On compte plusieurs morts, dont des policiers, à l'heure où l'armée se déploie dans la ville. Ce n'est pas ça la justice. Pourquoi ont-ils tous été condamnés à mort? L'an dernier à Port Saïd, un match de football entre l'équipe locale d'Al Masri et l'équipe du Caire d'Al Ahli avait fait 74 morts, des victimes pour la plupart poignardées ou piétinées dans des bousculades. Au Caire, fumigènes, drapeaux et chants de victoire, des milliers de supporters d'Al Ahli, réunis aux portes de leur club, avaient promis le chaos en cas de verdict trop clément. Nous sommes tous contents de ce verdict et le reste des sentences seront annoncées en mars. Et si Dieu le veut, les accusés restants seront eux aussi condamnés à mort. Les supporters d'Al Ahli, très actifs pendant les manifestations populaires égyptiennes, avaient accusé les forces de sécurité d'inertie lors du drame de Port Saïd. Port Saïd, désormais transformé en théâtre d'affrontements de plus en plus violents. Parlons maintenant des inondations au Mozambique. Selon un dernier bilan de l'ONU, ces intempéries ont fait 36 morts et environ 60 000 déplacés. Les dégâts sont immenses pour la population et Maputo doit faire face maintenant à une crise humanitaire. Le survol des régions autour de la capitale mozambicaine montre l'étendue des dégâts. L'eau a atteint jusqu'à 2 mètres par endroit. Selon les derniers chiffres publiés par l'ONU, au moins 36 personnes sont mortes ces derniers jours, 26 pour la seule province de Gaza dans le sud du pays, la région la plus touchée. Près de 85 000 Mozambicains sont affectés par ces intempéries. Nombreux parmi eux ont tout perdu, les 3/4 ayant dû quitter leur habitation. Nous avons tout laissé, nous n'avons aucune nourriture, pas de soutien. Nous dormons dehors parce que nous n'avons pas de tente, nous manquons de tout. Les infrastructures sont sévèrement touchées, les routes coupées rendent difficile l'accès aux victimes dans certaines régions. Les autorités sanitaires du pays ont annoncé la distribution de 5 000 moustiquaires aux victimes par crainte d'une propagation de la malaria. Et en plus du bilan humain et des dégâts matériels, l'agriculture subit un lourd impact. De larges étendues agricoles ont été inondées. Les prochaines récoltes de riz sont compromises selon le président mozambicain. Les services de l'ONU estiment à 15 millions de dollars l'aide nécessaire pour répondre à l'urgence. Un appel aux pays donateurs a été lancé. Tout autre chose maintenant, un projet pilote de promotion des projets agricoles des jeunes vient d'être lancé par l'USAID au Sénégal à hauteur de 450 000 $. Le chômage est le lot quotidien des jeunes, mais apparemment bien peu d'entre eux sont prêts à embrasser l'agriculture. C'est ce qui ressort du symposium sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes qui vient de se tenir à Dakar. Plus d'un quart de la population subsaharienne est constituée de jeunes. Ces derniers souffrent pour la plupart de manière frappante de la pauvreté. Pourtant, la jeunesse peut contribuer et jouer un rôle important dans le développement des pays. C'est dans ce cadre que l'USAID, en partenariat avec la Fondation internationale pour la jeunesse, vient d'organiser à Dakar un symposium sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Pour le président Obama, le soutien de la jeunesse partout, mais surtout en Afrique, est une de ses priorités. Ça a été aussi une opportunité pour l'USAID d'annoncer un programme pilote d'à peu près 450 000 $ US que nous mettons en œuvre dans la région sud et dans la région du nord, à titre expérimental bien sûr, dans le domaine de l'agriculture. Un programme qui va cibler les jeunes de 16 à 29 ans. La rencontre a consisté à la présentation des programmes et des politiques efficaces pour répondre aux défis auxquels font face les jeunes Sénégalais. Face au défi du chômage, l'agriculture peut être d'un apport inestimable. Parmi la jeunesse sénégalaise dont beaucoup se contentent du système D ou sont des marchands ambulants, le retour à la terre n'est pas toujours l'idée la mieux partagée. Si vous prenez un exemple comme moi, je n'ai jamais fait l'agriculture. Donc je ne sais même pas comment faire pour cultiver les choses. Je suis d'accord et je soutiens ce programme car ça peut faire évoluer les conditions de vie de la jeunesse. Donc, je suis prêt à y adhérer, mais il faut que ce soit un projet qui comporte de nombreux avantages. Le chômage frappe une bonne partie des jeunes Sénégalais.
Plusieurs centaines d'entre eux ont perdu la vie en mer en tentant la traversée de l'océan à bord de pirogues de fortune à la recherche de meilleurs avenirs en Europe. L'audiovisuel à l'heure du numérique pour un support et un contenu de qualité, c'est la volonté affichée du gouvernement sénégalais. Un atelier de validation de la stratégie nationale portant sur cette transition vient d'être organisé par le ministère de la Communication. Mamadou Diaye, notre correspondant, était présent à cette rencontre. Voici son compte-rendu. Le passage de l'audiovisuel de l'analogique au numérique est un long processus, mais les acteurs ont presque atteint le bout du tunnel. Cette rencontre est donc l'occasion de procéder à la validation de la stratégie nationale du dispositif. Notre pays, comme quasiment tous les pays africains, a amorcé tardivement le processus de transition pourtant signé depuis 2006. La marge de manœuvre est considérablement réduite en ce début d'année 2013 à 2 années de l'échéance. Nous voilà donc dans la nouvelle ligne droite du travail préparatoire. L'agenda proposé par l'Union africaine des télécommunications exige la fin des travaux de mise en harmonie du cadre juridique au plus tard en juillet 2013. Un comité national a travaillé sur la question pendant une année. Ce comité a procédé au diagnostic situationnel du secteur de l'audiovisuel au Sénégal. Ainsi, le passage de l'analogique au numérique favorisera plus de chaînes avec des contenus et des contenants de qualité. Il y a également la réduction de la fracture numérique, l'émergence de nouveaux services de télécommunications, l'économie d'énergie et budgétaire, entre autres. J'ai pu voir l'étendue du travail réalisé par vos commissions spécialisées et qui ont fait l'objet de synthèses, que ce soit sur le plan technique, juridique et économique, ainsi que dans le domaine du contenu. Cependant, le travail qui reste à faire me semble encore plus ardu, puisqu'il devra se faire dans un calendrier très restreint. On peut d'ores et déjà constater en regardant vos propositions qu'on peut envisager sereinement une solution à la délicate question des charges liées à l'énergie qui est considérée comme une véritable contrainte à la viabilité des structures audiovisuelles. Rappelons que ce passage constitue une exigence internationale émanant de l'Union internationale des télécommunications, un passage qui devrait être effectif au Sénégal d'ici à 2015. Et maintenant, l'actualité hors d'Afrique nous mène en Jordanie. Le pays doit faire face à l'afflux massif de réfugiés en provenance de la Syrie. Et Londres vient d'annoncer une aide de 12 millions d'euros. Mais à Zaatari, 30 000 réfugiés sont arrivés depuis le début du mois, soit 2 fois plus qu'en décembre. La situation y est donc très délicate. Il est 10 h du matin dans ce camp de réfugiés. Un nouveau car bondé arrive. Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux, essentiellement des femmes et des enfants, tous originaires de Syrie. Nous sommes à Zaatari, une ville située dans le nord de la Jordanie, à 10 km de la frontière syrienne. Ce jour-là, le camp accueille plus de 6400 personnes en 24 heures. Les coordinateurs des ONG sont débordés. Nous n'arrivons pas à contrôler toutes les personnes ici. Le plus dur est de gérer les nouveaux arrivants avec les réfugiés présents depuis plus longtemps. Des Syriens qui vont devoir braver le froid hivernal, au milieu de bulldozers qui construisent de nouveaux logis de fortune. Comme cette mère de 6 enfants qui ne sait pas encore où dormir. Nous voulons tous retourner chez nous. Ce n'était pas notre choix de quitter notre pays avec nos enfants. Une situation qui alerte à Genève le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Depuis le début du mois de janvier, 30 000 Syriens sont entrés en Jordanie. À titre de comparaison, ils étaient moitié moins en décembre et novembre. Voilà ce que fuient les habitants de Daraya, les troupes du régime de Bachar el-Assad qui pilonnent les rues, avec les rebelles pour cible. Scènes identiques dans les villes de Homs ou Alep. Si le conflit ne cesse pas, les pays voisins de la Syrie pourraient compter plus d'1 million de réfugiés syriens. La Saoudienne Haifa Al-Mansour est la première femme réalisatrice de son pays. Elle a obtenu l'autorisation de tourner son film Wajda à Riyad. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui rêve de pouvoir faire du vélo. Le film a été ovationné à la Mostra de Venise et au Festival de Dubaï.
C'est le rêve de Wajda, pédaler sur cette bicyclette. Mais c'est un rêve tabou, interdit, pour cette fillette qui vit en Arabie Saoudite. Ce long métrage a été entièrement tourné dans les faubourgs de Riyad, un véritable exploit pour celle qui l'a écrit et réalisé. Dans ce pays, hommes et femmes n'ont pas le droit de travailler côte à côte, même pour un film. Je restais dans le camion, j'avais des écrans et je parlais aux acteurs par téléphone. Tu dois lever les yeux, rapproche-toi, avance comme ça. C'est difficile quand tu n'es pas là près d'eux. Un tournage éprouvant mais légal, une première dans ce royaume où le cinéma n'existe pas, où il est banni. Quand j'écrivais, je faisais très attention à ne pas écrire quelque chose d'offensant, qui ne respecte pas la culture. Je connais les limites de ce qui est possible en Arabie Saoudite. Je sais que je viens d'un pays conservateur. Je pense que les autorités ont apprécié cela, de ne pas être trop insistante, trop dans la confrontation. Donc on a eu la permission et on a tourné. Wajda, c'est le dévoilement du monde intime des femmes, c'est la dénonciation subtile des règles qui les étouffent, mais c'est aussi beaucoup d'espoir. Les femmes hésitent à s'engager dans le changement. Certaines résistent. Le changement, c'est douloureux. C'est un processus à traverser. Mais ça évolue. Je le vois dans la manière que les filles ont de s'habiller. Quand j'étais petite, l'abaya était noire, sans fioriture. Aujourd'hui, il y a des broderies. L'expression personnelle se développe. De nouveaux droits ont aussi été accordés aux Saoudiennes, celui de voter au municipal, de participer au débat politique, mais pas encore celui de conduire sa propre voiture. Sans doute le futur combat de la jeune génération qui pourra très bientôt découvrir l'histoire de Wajda. La télévision saoudienne a promis de diffuser le film. Et enfin, du sport, la Côte d'Ivoire, premier pays qualifié en quart de finale de la CAN 2013. Ce samedi, dans le groupe D, les éléphants ont dominé les aigles de Carthage par 3-0. Le compte-rendu de ce match avec Yacouba Dansoko. La Côte d'Ivoire a franchi une première étape dans cette 29e CAN orange de football. Les éléphants se sont qualifiés ce samedi pour les quarts de finale de la CAN 2013. Dès la 20e minute, Gervinho, en parfaite complicité avec Lassina Traoré, ouvre le score pour les éléphants. À 1 minute de la mi-temps, sur cette faute de main d'un défenseur tunisien dans la surface, l'arbitre ne dit rien. Le score ne va plus évoluer jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Ivoiriens et Tunisiens jouent au chat et à la souris jusqu'à cette panique dans la défense ivoirienne. Khalifa tente un hold-up, mais sa balle est stoppée in extremis par Kopabari. 2 minutes plus tard, réaction ivoirienne. Yaya Touré, aux abords de la surface, ajoute sa masse physique à son tir pour battre le gardien tunisien. C'est le deuxième but dans ce tournoi du meilleur footballeur africain. Après avoir passé seulement 1 minute sur la pelouse, Yakona Didier va inscrire le 3e but des éléphants. Dans le temps additionnel, sur ce corner, Youssouf Meksakni monte plus haut que tout le monde, mais sa balle est stoppée par l'excellent Kopabari. La Côte d'Ivoire s'impose par 3-0 et devient la première nation qualifiée pour les quarts de finale. La Tunisie, quant à elle, va beaucoup cravacher mercredi prochain contre le Togo pour valider son ticket pour les quarts. Voilà, et vous pourrez suivre le résumé du deuxième match demain dans Afrique Midi. Merci d'avoir suivi Afrique Soir. Fin de ce journal et merci de votre fidélité à notre chaîne. Excellent week-end sur Africab Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.